Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Je vais commencer cette présentation par une histoire. Alors c'est l'histoire de Georges. Georges est lead développeur dans une équipe. Il a la charge d'encadrer techniquement les développements, définir les standards, voir les merge requests, les pull requests. À un moment donné, Georges se voit confier la responsabilité d'intégrer, d'encadrer, de faire progresser des jeunes développeurs. Il n'avait jamais vraiment fait ça auparavant. Arrive le jour fatidique, coup de bol, ils ont le matériel, donc il accueille les différentes personnes, leur fait installer les logiciels, un IDE, Git, il leur montre la base de code, les différents standards. Et à un moment... Vous m'entendez? Non? C'est bon? Et à un moment donné, Georges leur demande de faire du code. De répondre à des issues, de corriger des issues ou de faire des nouvelles fonctionnalités. Alors d'après vous, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été assez fluide, quelques allers-retours, mais le code était de qualité? Ou alors on était complètement décalé par rapport aux attentes de Georges? Alors qui pense que ça s'est bien passé, levez la main. Voilà. Qui pense que ça s'est mal passé, levez la main. On est bien d'accord. Et c'est normal. Alors ça, c'était la tête de Georges quand il a reçu les premières merge requests. Pourquoi je dis que c'est normal? Parce que le code, comme on peut l'apprendre à l'école, à l'université, ou les attentes qu'on peut avoir en entreprise, on est vraiment dans deux mondes différents. En résumé, qu'est-ce qu'il y avait? Le code n'était pas clair, les logs n'étaient pas correctement écrits, il n'y avait pas forcément du contexte, et je ne vous parle même pas de la gestion des erreurs et de tests. En résumé, c'était pas frais pour aller pour de la production. Après cette introduction, je vais quand même me présenter. Moi, je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel, je travaille à Worldline. Alors, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour parler de Worldline aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste les 2 jours de conférence. Petite précaution au début de talk, il y a des choses que je vais aborder, qui sont liées à l'humain, qui sont basées sur mon expérience, sur mon caractère. Peut-être que vous ne serez pas en phase. Je dirais que c'est normal. N'hésitez pas, on peut échanger après coup, ça sera avec plaisir. Quelles vont être les premières difficultés que vous allez devoir faire face quand vous allez devoir intégrer des jeunes développeurs et leur apprendre à coder? Déjà, la première difficulté, c'est le renouvellement de la population tech. C'est un peu comme la NBA, il y a une draft et chaque année, il y a des nouveaux développeurs, nouvelles développeuses, des PO, etc. Donc il va être important de revoir, évangéliser les basiques. Quand je dis les basiques, c'est savoir écrire des logs, savoir gérer des erreurs, savoir faire des tests. Un conseil, écrivez-le, formalisez-le. C'est bon. Une autre difficulté va être de bien apprécier la période d'adaptation. La période d'adaptation, notamment les premières semaines, sont essentielles. Ce sont celles qui vont donner le là et le rythme de toute l'intégration et du parcours. La difficulté que vous allez avoir, c'est qu'en fonction des personnes, en fonction des développeurs que vous allez avoir, va être plus ou moins longue, plus ou moins difficile. Pour vous aider, vous allez devoir travailler sur votre savoir-être. Alors, petit rappel sur le disclaimer en début de présentation. Alors tout d'abord, évitez le côté sergent instructeur de Full Metal Jacket, ça ne marche pas du tout. Néanmoins, vous n'allez pas être un collègue lambda. Vous allez être le référent technique. Et le référent technique, ça va permettre d'avoir cette posture-là, ça va vous permettre de donner confiance aux développeurs. Ils vont pouvoir vous poser des questions, ils vont s'appuyer sur vous, vous demander des conseils. On va voir à pourquoi ça va servir un peu après. Ceci nous amène à avoir un minimum d'empathie envers des développeurs, envers des jeunes développeurs dès qu'ils sortent de l'école ou qui sont encore à l'école. Il faut bien vous dire que si vous avez en face de vous des alternants, si vous avez en face de vous des stagiaires, ils débarquent dans une autre galaxie. L'entreprise, c'est quelque chose de complètement abstrait, c'est complètement abstrait. Dernière difficulté et non des moindres, ça va être le temps. Savoir gérer votre temps, savoir trouver du temps. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut intégrer du temps dans vos agendas. Alors vous allez me dire, Alexandre, t'es bien gentil. Moi, ce que j'ai pu faire pour une alternante, par exemple, c'est que tous les matins, je me bloquais une demi-heure de daily meeting avec elle. Ça permettait qu'elle ne soit pas bloquée, par exemple, plus d'une demi-journée, ou une journée grand max. Alors je ne dis pas qu'il y a des fois, pour certaines urgences, certains projets, ça a sauté, mais ça a permis de garder un rythme. Aussi, ce que j'ai appris au fil du temps, c'est de programmer des sessions de pair programming, de les formaliser. On en parlera aussi un peu plus tard.
Donc maintenant, si comme Georges, vous allez encadrer des différentes personnes, il va falloir vous dire que vous allez devoir leur apprendre à développer. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une démarche empirique. Vous allez être face à des personnes qui ont appris le code en université de manière un peu théorique. Il va falloir mettre les mains dedans. Pour ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un fil conducteur, une sorte de fil rouge, qui vous permet justement de vous inscrire dans la terme. Un exemple, sur une alternante que j'ai pu avoir, on a dit bon, tu vas travailler pendant 6 mois, 1 an, sur un ensemble d'outillages autour de Keycloak, où tu pourras faire du SQL, tu vas faire du web, tu vas faire du Java, etc. Ça permet de rester impliqué, de voir l'objectif qu'on va avoir à moyen terme. Avoir une démarche empirique ne vous empêche pas aussi d'aborder des points théoriques. Et je dirais que ces points théoriques vont avoir d'autant plus de valeur, parce que vous allez directement pouvoir les mettre en pratique. La théorie, bien évidemment, il y a la documentation officielle. Il faut donner l'habitude d'aller voir la documentation officielle. Il y a néanmoins des livres qui sont très intéressants. Je conseille systématiquement Clean Code, par exemple. Alors, Clean Code, c'est souvent controversé. On dit qu'on n'en a plus besoin, que c'est daté, etc. Mais je vous garantis que savoir nommer une variable, savoir faire des méthodes lisibles, compréhensibles et faire des tests, c'est toujours d'actualité. Pour rendre ce livre un peu plus ludique, j'ai réalisé des workshops. Alors n'hésitez pas, ils sont sur GitHub, ils sont en open source. Le premier, il est un peu daté. Et le deuxième, j'ai réalisé avec un collègue de Worldline en Suisse. Pourquoi ces workshops-là? C'est que ça permet de rendre le livre un peu plus ludique, plus digeste, et de pouvoir mettre directement en pratique ces principes. Ceci nous amène au workshop. Les workshops, ça va être un matériau très intéressant. Donc il ne faut pas hésiter à créer des workshops. Ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment très intéressant. Idéalement, si vous voulez avoir un bon retour sur investissement, il faut aussi les faire en pair programming, avec quelqu'un qui est plus expérimenté. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de s'améliorer en live, et ça va donner des pistes. Un exemple, si à gauche, on doit calculer la moyenne d'une liste, si on le fait traditionnellement en Java, on va avoir le code qu'on a à gauche. Et là, dans une session de pair programming, vous pouvez directement dire au développeur, bah tiens, ou à la développeuse, tiens, est-ce que tu connais les lambdas, est-ce que tu connais les streams? Tu vas voir, il y a quelque chose de plus intéressant à faire en Java. Ceci nous amène à nous dire que l'être humain apprend en observant, apprend en imitant. Les développeurs ne font pas exception. La manière, la posture que vous allez prendre, l'analyse que vous allez faire des bugs, des problèmes techniques et de la manière dont vous allez les résoudre vont être autant d'éléments qui vont permettre aux jeunes développeurs d'observer et de les mettre en pratique par la suite. Et c'est grâce à votre posture que vous allez pouvoir faire ça. Et les sessions de pair programming rentrent réellement. Vous allez vraiment avoir une progression très forte si vous faites ce genre d'exercice. Aussi, ne pas hésiter à documenter, ne pas hésiter à communiquer plus lors de vos échanges, même si c'est des échanges, par exemple, lors de merge request, lors de revue de code. En donnant, par exemple, des liens vers une documentation, on dit tiens, ça marche, il n'y a pas de problème de sécurité, mais tu peux t'améliorer en regardant telle ou telle notion. Que serait une conférence sans parler d'IA générative? Alors, à Worldline, on a eu pas mal d'initiatives, dont sur GitHub Copilot. Les retours ont été positifs. Alors, personnellement, je ne l'ai pas mise en œuvre avec des jeunes développeurs. J'ai eu des retours, notamment en Allemagne, qui disaient que ça ne va pas remplacer tout ce que je vous ai dit, en termes d'accompagnement, en termes de workshop, en termes de pair programming, etc. Mais ça va être un accélérateur. Ça va permettre de produire du code de qualité correcte, pas le meilleur code du monde, mais de qualité correcte, un peu plus rapidement. Et enfin, la veille technologique. Il faut donner envie, il faut donner l'opportunité de faire de la veille techno. Je connais trop de personnes qui n'en font pas. Pourquoi? Parce que forcément, des fois, elles n'ont pas le temps, des fois, elles n'ont pas l'envie. Et il faut inciter les jeunes développeurs, justement, à avoir cette habitude-là, faire de la veille technologique. Mais comment la faire intelligemment? Par exemple, si vous travaillez sur un chantier, sur du Keycloak, sur du OpenID Connect, etc., qu'il y ait des vidéos qui parlent de ça, de O2, de OpenID Connect. Ça peut permettre d'intéresser, de voir l'intérêt à court terme dans les projets. Donc maintenant, si comme Georges, vous aviez intégré des personnes dans vos équipes, dans les prochains jours, comment faire? Alors déjà, il faut travailler avant. Ça se prépare. Il faut avoir un parcours d'intégration, pas forcément quelque chose de ressources humaines, mais quelque chose de très cadré. Formalisez aussi vos exigences. De quoi avez-vous besoin pour travailler sur vos projets? Quels sont vos standards, vos normes? Documentez-les.
Il ne doit rien avoir d'implicite. Tout doit être explicite, doit pouvoir être trouvable dans une documentation ou une autre. Une definition of done. La definition of done, dans une merge request, vous allez avoir une checklist qui dit OK, quand tu valides le code, quand tu me dis que c'est fait, prêt pour la revue, c'est que tu as franchi toutes ces étapes-là. Aussi, ce qui va être aussi intéressant, c'est de dire quelles sont les compétences dont vous avez besoin dans vos équipes. Vous devez, par exemple, connaître Java, Docker, JavaScript. Alors, ça, on dit cartographier, mesurer les compétences, ça sonne ressources humaines, mais c'est quand même très intéressant. Et il va falloir les évaluer régulièrement avec les jeunes développeurs. C'est là où votre posture va être intéressante. Donc, pour ça, vous allez avoir des échanges, et des vrais échanges. Pour mesurer la progression, par exemple, c'est ce que j'ai fait avec une alternante, moi, je suis parti sur une revue, on va dire trimestrielle, on regardait les compétences, pour ça permettait de voir où est-ce qu'elle en était à l'école et en entreprise. Bien évidemment, quand il y avait, je me basais sur les notes pour les notes qu'elle avait pour les compétences liées à l'université, j'étais un peu plus exigeant sur les compétences acquises en entreprise. La mesure de cette progression va vous permettre notamment de progresser au fil du temps. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la progression, que ce soit en musique, que ce soit en sport, elle n'est jamais linéaire. Vous êtes toujours avec des paliers. Le fait de garder cette trace, de voir le chemin parcouru, ça permet de garder de la motivation, de dire « Ok, là je suis dans le dur. Par contre, quand je vois tout ça au fil du temps, bon, j'ai pas à rougir. » Aussi, ce que je conseille, c'est que quand vous donnez des tâches à des jeunes développeurs, d'augmenter la difficulté de manière progressive. Commencez par des tâches simples, voire simplistes qui seraient pour vous, mais augmenter la difficulté progressivement. Et là, la posture, ça va vous permettre d'avoir des retours, d'avoir un vrai feedback, et de pouvoir même, à contrario, quand vous voyez que le jeune dev ou le développeur, il est dans le dur, qu'il n'y arrive pas, de dire « Ok, là, on voit que ça ne va pas, on va te remettre dans ta zone de confort, on va travailler avec toi, te faire franchir, si tu le souhaites, ce palier, et avancer. » Alors, quel parcours on pourrait avoir? Je me suis risqué à dire, voilà, quel parcours on pourrait avoir pour un jeune développeur en intégrant dans une équipe. Alors, bien évidemment, en fonction des personnes, des compétences, en fonction de l'implication, etc., les chiffres peuvent changer. Néanmoins, on pourrait se dire que la première semaine, on commence à découvrir l'équipe, on commence à découvrir l'entreprise. On a une introduction aux outils, aux pratiques. Ça, c'est très important aussi. Au bout de 30 jours, on pourra dire, OK, la personne va commencer à coder. Donc ça peut être 30 jours, ça peut être avant. Hein. Idéalement, pas sur un chemin critique d'un projet, pas en attente d'un rush de livraison, ça serait pas mal. Il y aura quand même un accompagnement très soutenu du lead dev, enfin du développeur senior, je dirais. Et au bout de 100 jours, ou 3 mois, et un peu plus, on va pouvoir commencer à travailler avec d'autres membres de l'équipe. Et ça, là, c'est intéressant parce qu'on va avoir d'autres manières de penser, d'autres manières de travailler. Et on va commencer à coder vraiment de manière un peu plus autonome. Donc maintenant, si comme Georges, vous allez intégrer, vous allez accueillir et mentorer des jeunes développeurs, comment réussir aux prochaines intégrations? Déjà, préparez-le. Il ne faut pas l'improviser. Appréhendez aussi toutes les différentes tâches de manière progressive. Augmentez la difficulté pas à pas. Gardez-vous du temps. Alors, c'est très compliqué, hein, mais il faut vraiment se garder du temps parce qu'au début, il y a un investissement. Communiquez de manière régulière avec les personnes que vous encadrez, mais aussi avec le management, avec l'équipe, pour dire voilà où est-ce qu'ils en sont, les jeunes développeurs, comment ils progressent, etc. Et mesurer la progression au fil du temps. C'est ça qui va vous permettre de garantir la progression. Et au-delà de tous ces items, le plus important va être d'impliquer les différentes personnes dans vos projets. Parce que comme disait Benjamin Franklin, dites-moi et j'oublie, apprenez-moi et je peux me souvenir, impliquez-moi et j'apprends. Merci beaucoup. Alors, il reste moins d'1 minute, mais je reste là, donc si vous avez des questions, souhaitez échanger, n'hésitez pas. Si vous avez une question, oui. Alors, est-ce que dans la question, c'est est-ce que le tableau est bien perçu, la mesure des compétences est bien perçue par les jeunes développeurs? Oui, parce que je l'ai fait avec elle. Je l'ai fait avec, enfin, c'est un travail commun. Voilà, c'est pas moi c'est pas le bulletin de notes qui est renvoyé via Pronote, voilà, à la fin du trimestre. Non, non, c'est un travail commun, quoi. C'est pas de la notation. Ouais.
Full remote, je dirais oui. Pour moi, de ce que j'ai pu voir, alors peut-être que ça doit bien se faire, ça doit bien se travailler, il faut être adapté au full remote. Il y a des boîtes qui le font, il paraît. Mais le full remote, c'est compliqué en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Oui, oui, oui. Il y en a qui sont intéressés. Alors la question c'est est-ce que les formations, les workshops, tout ça sont bien perçus par les personnes. Je dirais que faut dire ça, question de Normand, ça dépend quoi. Ça dépend de l'assiduité. Moi j'ai eu une développeuse qui a carrément lu le bouquin Clean Code. Parce que je lui avais donné le temps, j'ai dit lis ça, déjà après comme ça tu sauras ce que j'attends en termes de standards, en termes de qualité de code. Oui. Comment j'apprécie la capacité à analyser un problème, c'est ça? Comment on mesure la progression? Je dirais que c'est sur voilà, le degré d'autonomie, on va dire. Par exemple, si la progression, si la personne est capable de créer un conteneur Docker, par exemple, toute seule, de créer son Dockerfile, Docker Compose toute seule, bon là, on peut se dire qu'elle a bien progressé sur ce sujet-là. Et je crois qu'on a débordé, donc n'hésitez pas, je reste là aujourd'hui. Merci beaucoup.